Alors, je passe la parole tout de suite pratiquement au débat en passant la parole à M. Brahim Zitouni, qui est parmi nous aujourd'hui et qui a un projet qui est très, très intéressant sur le Jazaïr. Je pense qu'il pourra nous dire un petit peu quelques mots et puis tirer un petit peu aussi les conclusions de ce webinaire sur l'innovation, puisque Brahim Zitouni est membre de GRFI, membre de Filah Innov, mais il se trouve actuellement en déplacement, il est à Paris. Voilà, donc à toi, Brahim. Salam alaikum. Merci de la prise de parole. Monsieur le ministre Dr Yassine Walid, Monsieur le ministre Rachid Ben Issa, Monsieur le ministre Abdelmajid Attar, mesdames et messieurs, avant de vous parler de mon projet, j'aimerais quand même vous dire les choses. Je trouve ce que vous faites, Dr Bensemen, tout simplement formidable parce que enfin on peut dialoguer et poser les problèmes en vrac. Et quand on pose les problèmes en vrac, on peut commencer à les ségréguer. Mais avant de les ségréguer, il faut les poser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, de ce qui ressort de notre discussion extrêmement riche, c'est que nous avons de vraies potentialités, une vraie jeunesse, des scientifiques qui sont prêts à encadrer, et nous n'avons aucune coordination, ni technique, ni scientifique, ni même marché. Et c'est, je crois, là le problème essentiel. Je crois qu'il y a un problème de modèle économique à réfléchir plus que de clusters ou de plateformes technologiques à organiser. Cette approche marché nous manque. Identifions par exemple 3, 4, 5 grandes sociétés. Je vais en donner quelques-unes. Sonatrach, activité agroalimentaire, Diamgrain, dont nous avons eu une consultante, ou alors Saïdal, qui ont un modèle économique qui est totalement intégré sur leur propre chaîne de valeur. Il faudrait peut-être changer de modèle économique de ces grands groupes, en faire des locomotives pour l'ensemble de ces start-upers. Prenons un exemple tout simple, 2 exemples qu'on peut avancer. Le monsieur qui fait des plantes aromatiques dans les montagnes, monsieur Nadri, ou alors la jeune femme qui fait de l'élevage d'insectes. Voilà 2 exemples pris au hasard, mais j'aurais pu prendre tous les autres. Hein. Tous les autres sont extrêmement intéressants et peuvent être intégrés dans des logiques business. Monsieur Nadri, supposons qu'il y ait des dizaines et des centaines de Monsieur Nadri qui fassent le même modèle économique ou la même idée que lui. Eh bien, pourquoi est-ce que Saïdal ne se mettrait pas en solution de continuité avec l'ensemble de ces producteurs pour réaliser des productions à la base de plantes aromatiques ou de plantes médicinales que ces producteurs produiraient. Donc là, il y a un problème de modèle économique qui doit nous faire réfléchir. Prenons par exemple la jeune dame, Madame Tiriri Dir, qui fait de l'élevage d'insectes. Diamgrain peut être parfaitement intéressé, mais Diamgrain est un grand groupe privé et qui a besoin de quantités énormes. Eh bien, multiplions les petites unités d'élevage et à ce moment-là, on pourra obtenir des quantités qui pourraient être intégrées à un process d'agrégation en mixte, par exemple, de tourteaux de soja et d'insectes pour petit à petit réaliser une intégration de ces dynamiques. Donc, en réalité, il y a 2 façons d'aborder les choses. Soit on va vers des plateformes technologiques qui vont essayer de réaliser des connexions qui sont difficiles à réaliser, soit on va vers des logiques marché qui peuvent permettre de prendre les projets les plus prometteurs, les plus intégrateurs et de les intégrer dans des organismes publics ou privés. Peut-être que là, il faudrait des incitations de l'État pour organiser ou pour encourager ces grands groupes à aller vers une intégration d'un modèle économique plus horizontal que vertical. Bon, ça, c'est une parenthèse qui pourrait être un des mécanismes
d'intégration dynamique des start-upers. Ceci dit, ma spécialité est de transformer les dates en différents produits, dont du bioéthanol. J'essaye de le faire depuis 15 ans, vous voyez, ce n'est pas nouveau. Et la grande difficulté, au-delà, la grande difficulté pour un start-upper ou pour un projet innovant, c'est justement de, un, lever les fonds, et deux, même si on veut commencer doucement, de trouver des débouchés pérennes, pourvu qu'on puisse, pérenne, et qui vous aident à formater un produit sur le plan technique et qualitatif. À plusieurs reprises, des scientifiques ont demandé aux jeunes start-upers des fiches techniques. C'est difficile de se formater pour une industrie parce que les autres industries sont post-matures. Et lorsqu'on commence avec des innovations, arriver avec des fiches techniques totales, complètes, bien formatées, c'est un travail en soi. Ce type d'aide doit être aussi partie intégrante de ce que pourraient apporter ces grands groupes à ces jeunes start-upers. Et toute la difficulté est justement d'amener ces start-upers à formuler de façon professionnelle leurs fiches produits, d'y mettre un prix qui soit un prix concurrentiel, pourvu que le marché soit assuré par des grands groupes qui auraient des besoins précis sur ce type de produit. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. La question est une question d'intégration industrielle entre des start-upers qui commencent et des grandes industries qui sont établies sur leur marché et qui sont en général formatées sur un modèle économique d'intrants extérieurs qu'ils consomment pour les transformer en valeur ajoutée à l'intérieur. Il faudrait que ce mécanisme de croissance par l'extérieur soit petit à petit transformé en mécanisme de croissance par l'intérieur, par l'intégration des start-upers et par la diffusion et la multiplication des bonnes idées dans différentes régions du pays. On peut intégrer et une jeunesse innovante et des valeurs ajoutées que l'on récupérait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire de l'ensemble des interventions qui ont été extrêmement riches. Et encore une fois, nous avons une jeunesse vivante, nous avons une jeunesse innovante, nous avons une jeunesse formée. Malheureusement, elle se bute à des barrières, à des habitudes, à des façons de faire qui n'ont plus cours. Je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est nous que vous remercions, Brahim, de votre intervention, qui est toujours une intervention qui cadre un petit peu les choses et ça nous encourage de vous écouter toujours d'une façon très studieuse. Et merci donc Abraham. Et donc maintenant on est arrivé pratiquement à la fin. Je dois vous présenter quand même un petit peu l'équipe qui est présente ici. Je présente Monsieur Fazil Bouayesh. Fazil Bouayesh est membre du GRFI et s'occupe effectivement de notre incubateur qui a été agréé donc, récemment par le ministre de l'économie de la connaissance qui est présent, dont on remercie toujours sa présence parmi nous. Je vais donc donner une prise de parole à Fazil pour nous expliquer comment on est en train de préparer cet incubateur destiné à l'agriculture, à l'agro-industrie, avec nos startups, donc ce premier webinaire et plusieurs actions qui vont suivre après. À toi, Fazil, si tu veux bien intervenir sur la politique qu'on est en train d'adopter au niveau de Filaha Innov pour l'incubateur. Alors, salam alaikum, bonsoir à tous. Je salue messieurs les ministres qui sont présents. Merci pour votre temps. Merci à tous ceux qui ont participé et qui ont partagé avec nous leurs expériences. Je vais faire juste un commentaire, disons une présentation très succincte de l'incubateur, en tout cas de ce qu'elle essaie de mettre en place, pour que
ceux qui ne sont pas encore informés aient déjà un aperçu, puisque certains nous connaissent déjà et on est déjà, on va dire, on se connaît déjà. Et ensuite, une remarque générale peut-être pour donner des pistes à certains start-upers ou entrepreneurs ou chercheurs aussi, pour peut-être leur donner une approche plus terrain, plus managériale, plus peut-être entrepreneuriale. Et j'aimerais partir avec certaines questions que je vais vous suggérer pour peut-être vous aider à aller plus vite dans vos projets. La première, c'est si on parle de l'incubateur, pour faire très très simple, ce qu'on essaye de faire au GRFI, c'est-à-dire le groupe de réflexion de Fila Hainov, c'est créer une entité qui sert d'incubateur dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, l'halieutique, regrouper une intelligence, c'est-à-dire des cadres, des anciens cadres, dans les secteurs nommés, pour qu'on puisse regrouper une expérience qui nous permette d'articuler des actions ou en tout cas participer au système algérien, c'est-à-dire rapprocher les entreprises. والله يا مدام شيخي راك تسمعي هنا الهضره. Oui, allez-y. Alors, l'idée est la suivante. Si on doit regarder de manière générale, c'est-à-dire les dynamiques mondiales, on a effectivement cette nouvelle dynamique pour créer des structures qui s'appellent des incubateurs ou d'autres types de structures pour aider l'entrepreneuriat. C'est un signe très très fort et c'est une réalité que les jeunes entrepreneurs doivent prendre en compte. C'est que le monde d'aujourd'hui, le monde de l'emploi, le monde des affaires est en train de changer. Et effectivement, il faut avoir une sacrée dose de courage et d'entrepreneuriat pour essayer de construire son entreprise ou en tout cas ne pas toujours compter sur un emploi classique, puisque la réalité du monde d'aujourd'hui et de demain, c'est qu'il y aura très peu de postes classiques de salariés pour un grand nombre de gens. Donc, c'est très, très important de développer ses capacités, d'affûter ses capacités de création, d'entrepreneuriat et de prise de risque. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire en tant qu'incubateur, c'est créer une entité qui ne soit pas, c'est-à-dire qui soit juridiquement flexible, qui n'est pas une université, qui n'est pas un centre de recherche, qui n'est pas non plus une entreprise privée, mais ça peut servir comme brique, comme un relais entre des créateurs et un marché, et un besoin. On a essayé jusque-là de proposer 2 formats qu'on est en train de finaliser. Le premier format, c'est un contrat d'incubation classique, et on ne l'a pas, pour être complètement transparent, complètement finalisé, mais l'idée, c'est de sélectionner des projets, les mettre dans un processus d'incubation qui peut durer 6 mois, qui peut être renouvelé. Et on a essayé de réfléchir à un autre format qui est beaucoup moins classique. C'est un projet d'incubation. C'est une manière de dire à un projet qu'il n'a peut-être pas complètement tous les ingrédients pour être incubé, ou qu'on n'est pas complètement prêt avec nos capacités à le prendre en charge, mais qu'on peut se mettre dans un cadre très flexible qui s'appelle la pré-incubation, pour voir à la fin de la pré-incubation, est-ce qu'on est capable de passer à une phase d'incubation. Donc ça, c'est juste pour les formats, je n'ai pas trop rentré dans les détails. Maintenant, je voudrais faire un retour de ce que je viens d'entendre par rapport pas que par rapport à la séance d'aujourd'hui, mais les 1 an et demi ou presque 2 ans maintenant, on rencontre des entrepreneurs qui proposent des projets, des universitaires, etc. Moi, je voudrais vous mettre la casquette maintenant du monde de l'entreprise, puisque c'est le domaine duquel je viens. J'ai passé 20 ans en entreprise, essentiellement internationale, la moitié en Algérie et la moitié à l'étranger. Mon retour est le suivant. Il faut absolument qu'on se concentre
Et là, je parle à ceux qui proposent des projets, que ce soit innovants ou entrepreneuriaux. Pensez à des critères vraiment très simples, mais qui sont structurants. La première chose qu'on doit faire quand on s'attaque à un marché, c'est qu'on doit pouvoir dire quelle est la taille de marché. Donc ça, c'est la première information qu'on doit chercher. C'est-à-dire qu'on propose des produits naturels, des insecticides, peu importe le segment auquel on s'attaque, il y a quand même quelques bases vraiment purement business. C'est-à-dire on doit savoir quelle est la taille de marché, quels sont les acteurs principaux. On doit savoir décrire son projet, dire je me positionne de cette façon, un existant qui se décrit de cette façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette démarche-là, on doit déjà faire des recherches business pour pouvoir estimer des marchés et parler de chiffres. Dire la taille de marché, c'est X. Il y a 3 acteurs majeurs qui fournissent tel type de produit. Voilà là où je vois une opportunité. Voilà à quelle problématique je suis capable de répondre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à mon avis, la deuxième question critique à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que je suis tout seul à défendre ce projet ou est-ce que nous sommes une équipe? Et en général, c'est-à-dire de manière statistique, on a beaucoup plus de chances de réussir lorsqu'on est une équipe. Et lorsqu'on présente son projet à un incubateur, à un investisseur, on doit être capable de dire voilà mon projet, son périmètre, comment je m'intègre dans le panorama business actuel. Et voilà l'équipe que je présente. C'est-à-dire, moi, je suis directeur du projet ou directeur général dans mon entreprise que je viens de créer. Et voilà les autres membres, quelles compétences ils ont. Pourquoi? Parce que là, on répond vraiment à des questions très concrètes. Si vous avez un incubateur en face ou des investisseurs, ils vont tout simplement vous poser des questions très simples. Ils vont vouloir savoir, est-ce que vous connaissez bien votre marché? Est-ce que vous avez étudié le marché algérien? Est-ce que vous avez une connaissance du marché international? Au moins pour dire, voilà les acteurs, voilà le marché, voilà la problématique à laquelle... Et quelle est ma construction? C'est-à-dire, quelle est mon équipe? Ça, c'est le deuxième point. Et les compétences que je présente pour la réussite du projet. Le troisième point important, moi, je vous encourage très fortement à vous poser des questions très simples et à vous fixer des objectifs très clairs. C'est-à-dire, vous pouvez faire l'exercice à partir d'aujourd'hui et vous définir des objectifs de dire, voilà, moi, je veux faire avancer mon projet. Qu'est-ce que je me mets comme objectif pour ce mois-ci? Qu'est-ce que je me mets comme objectif pour ce trimestre? Qu'est-ce que je me mets comme objectif pour l'année qui vient? Et là, vous allez voir très vite que vous allez dépasser le type d'exercice qu'on vient de faire maintenant, qui a son importance, mais qui pointe certaines choses de l'ordre de l'écosystème, de l'ordre de développement de plateformes de communication, de choses comme ça. C'est vrai, c'est de l'ordre du systémique, mais moi, je m'adresse maintenant à ceux qui entreprennent pour qu'ils réfléchissent à l'intérieur de leur dynamique, c'est-à-dire fonctionner vraiment en mode business et se poser des questions très simples. Est-ce que je connais bien le marché auquel je m'adresse? Là, je parle de chiffres. Quelle est l'équipe avec laquelle je travaille pour optimiser la réussite de mon projet? Et quels sont les objectifs chiffrés ou en tout cas qualitatifs, c'est-à-dire je vais faire telle démarche, je vais obtenir tel document, je vais créer mon entreprise à tel moment officiellement. Et vraiment avoir ce type de réflexion, ça vous éloigne des réflexions intellectuelles qu'on vient de faire maintenant, encore une fois, qui ont une valeur ajoutée autre que de faire avancer les entrepreneurs eux-mêmes, mais peut-être leur offrir l'écosystème autour et le développer. Voilà, moi, c'est le partage que je voulais faire avec vous. Merci beaucoup, Fazil, de ton intervention concernant l'incubateur dont tu fais partie dirigeante de l'équipe. Bien, je pense qu'on est arrivé quand même à la fin, mais je dois donner la parole à 2 personnalités, dont 2 ministres, le ministre Yassine Walid qui a levé la main et notre ministre M. Attar Abdelhamid. Alors, on va peut-être donner la parole à M. Walid. J'espère qu'il va nous annoncer une bonne nouvelle. Allez-y. Merci, Sibelsemen. J'ai aucune nouvelle à annoncer, mais je préférais laisser, céder la parole à M. Attar, à mon cher ami c'est Attar, qui a levé la main avant moi.
Donc, bon? je préfère lui céder la parole et revenir tout de suite après. Bon, à tout à l'heure alors. À tout à Allez, l'heure. monsieur Attar, bravo. Merci, Walid, qui est un ancien compagnon et quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a fait beaucoup de choses ensemble, on a fait un petit chemin ensemble. Et je crois que c'est bien que je parle avant lui comme ça parce que lui, il est ministre en titre, même s'il y a des changements en cours. Donc, comme ça, il va clôturer. Moi, ce que je voulais, c'est juste ajouter quelques commentaires très généraux, pardon, non pas sur l'agriculture, mais sur l'innovation en quelque sorte. Comment encourager l'innovation, quel est le rôle des incubateurs et surtout ce qui manque en ce moment. Moi, je crois qu'il manque quelque chose en ce moment. Voilà, l'innovation est en quelque sorte une création de valeur de façon directe ou indirecte qui doit aboutir à sa commercialisation par la suite. Elle peut se faire en amont d'une activité industrielle, agricole, de services, etc., ou en aval. Elle peut se faire en amont pour améliorer, pour créer une rupture, en quelque sorte, comme elle peut se faire en aval pour produire quelque chose de nouveau, y compris, par exemple, de nouveaux outils de production, de nouvelles méthodes, etc. Donc, il me semble qu'il est difficile de développer ou d'encourager ou de multiplier les innovations à partir d'une population, par exemple, de jeunes diplômés qui sortent d'une université, d'une école, etc., parce qu'ils sont pleins de théories, mais ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'apprentissage. L'apprentissage se fait sur des projets qui existent déjà. Et c'est à travers les startups, effectivement. Les startups, c'est quelque chose de formidable de toute façon, et Walid a déjà fait quelque chose d'énorme, pratiquement. Actuellement, il y a les incubateurs, y compris l'incubateur Filaha. Moi, je pense que ce qui manque le plus en ce moment, c'est la nécessité de, non pas d'accompagner, par exemple, les jeunes innovateurs en les mettant simplement dans des incubateurs, mais aussi amener les entreprises, enfin, en quelque sorte, une immersion. Il faut provoquer une immersion automatique de tous les incubateurs de façon continue ou de façon périodique à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur qui ont une relation avec les activités ou les idées ou les objectifs des start-upers. Voilà ce qui manque, parce qu'en ce moment, bon, c'est bien de mettre les start-up dans un incubateur, bon, mais s'ils restent enfermés comme ça, sans aucune relation, et je sais qu'en ce moment, les entreprises, ils éprouvent beaucoup, ils ne sont pas tellement favorables, en quelque sorte, à accompagner les start-upers. Ils ont besoin. À mon avis, il faut trouver un moyen pour encourager, pour presque rendre obligatoire pratiquement l'immersion des incubateurs et donc des start-upers à l'intérieur des entreprises pour qu'ils aillent plus vite, pour qu'ils bénéficient justement de l'apprentissage que je viens de citer. Voilà c'est une proposition que je fais, hein, comme ça, je ne sais pas si c'est utile ou non. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. C'est très, très pertinent. Si je peux me permettre. Merci beaucoup, c'est Attar. Alors il y a Sylvain, si vous voulez intervenir maintenant. Nous avons aussi ça et sûrement Monsieur Ali Daoudi qu'on voudrait aussi écouter pour finaliser ce webinaire. C'est Yassine, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Ben Semman. Merci à toute l'équipe Filaha Ainour pour ce beau webinaire. C'est toujours un plaisir d'assister au webinaire et aux événements du groupe Filaha Ainour. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les présentations de chacun des porteurs de projets. C'est effectivement des projets qui sont extrêmement intéressants. Donc aujourd'hui, au niveau du ministère, il y a un certain chemin qu'on a pu faire donc depuis la création du ministère, qui est quand même un ministère qui est assez récent. Moi, j'aime dire que notre ministère lui-même est une sorte de start-up. Parce qu'on n'est pas très nombreux, on est même
On n'existe que depuis quelques mois, donc on est nous-mêmes une sorte de start-up. Voilà. On a même, je pense, une moyenne d'âge au niveau du ministère qui se rapproche de celle d'une start-up. On est, je pense, à une moyenne d'âge de 30 ans. Donc, on est également une start-up. Donc, depuis la création du ministère, nous avons fait en sorte qu'il y ait un cadre réglementaire. Ça a été souligné par un certain nombre de participants. C'est quelque chose qui permet aujourd'hui à des startups d'être exonérées, de pouvoir bénéficier d'une certaine flexibilité au niveau administratif, qui est très importante parce que quand on est start-upper, il faut qu'on se concentre sur l'aspect le plus important qui est celui de l'innovation. On a également créé un fonds pour les startups, un fonds d'investissement qui, à la différence des mécanismes qui existaient auparavant, permet à ces startups-là d'accéder à du capital, donc qui leur permet de lever des fonds de manière plus simple. Et puis, c'est un fonds qui prend en considération le fait qu'une startup, ça peut échouer. D'ailleurs, ça échoue la plupart du temps, hein. Donc, on parle d'un taux d'échec qui avoisine les 80%. Et c'est normal. Donc, c'est normal d'échouer quand on est une startup. Le but, ce n'est pas de réussir à tous les coups, mais le but, c'est vraiment de pouvoir apporter un avantage concurrentiel en proposant une idée innovante, un produit innovant, un service innovant. Et donc, peut-être l'aspect que je voulais peut-être souligner, c'est que aujourd'hui, le plus important, mis à part toute l'innovation qu'on peut trouver chez chacun des porteurs de projets, c'est que la réussite d'une startup, ça reste quand même l'aspect business. C'est-à-dire que aujourd'hui, la croissance des startups doit être profit-driven. Si la startup n'arrive pas à avoir son bon de commande, à avoir un marché, à accéder à des entreprises comme aujourd'hui, on a vu quand même beaucoup d'industriels qui s'intéressent aux startups. Si les startups n'arrivent pas à accéder à un marché, elles sont vouées à l'échec. Et c'est donc ce contexte-là que Filaha Innov, l'incubateur Filaha Innov joue un énorme rôle, parce que créer un marché pour ces startups est effectivement quelque chose de très important. Mis à part le fonds, le cadre réglementaire, etc., nous avons également créé un accélérateur qui s'appelle Algeria Venture. Pour ceux d'entre vous qui habitent à Alger, c'est le bâtiment en verre que vous apercevez en prenant l'autoroute. D'ailleurs, c'était un projet en commun avec Seatar, autant il était au ministère de l'Énergie. On a fait effectivement beaucoup de choses ensemble. Donc aujourd'hui, l'accélérateur Algeria Venture a également comme vocation de rapprocher les startups des entreprises, des grandes entreprises, que ce soit publiques ou privées, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle l'open innovation, donc l'innovation ouverte. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui ont des départements R&D qui peinent à impacter réellement la rentabilité, la production, etc. Et qui gagneraient à externaliser leurs dépenses en R&D et à en faire profiter des startups qui peuvent directement répondre à leurs besoins et à leurs problématiques. Donc aujourd'hui, l'open innovation, c'est une tendance partout dans le monde. En Algérie, on essaie vraiment de l'inculquer chez les entreprises. Pour le moment, on le fait avec des entreprises publiques et même avec des entreprises privées. On le fait depuis quelques temps, même avec une multinationale qui s'est installée en Algérie. Donc, ça commence, il y a une dynamique qui commence à se créer. Et bien sûr, ce que fait aujourd'hui Filaha Innov pour approcher les entreprises, les grandes entreprises des startups et va vraiment dans le même sens. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, effectivement, ce qui a été, je pense, souligné par la plupart des personnes ici présentes. C'est ce qui manque aujourd'hui dans l'écosystème, c'est ce pont entre le monde les grandes entreprises et les porteurs de projets qui ont souvent les idées pleines à la tête, mais qui n'ont pas forcément l'occasion de les présenter. Donc, je ne vais pas prendre plus de paroles que ça. Toujours un plaisir d'assister aux événements de Filaha Innov. Bravo pour l'organisation et Inch'Allah à voilà, un autre webinaire. Très Voilà. bientôt, nous avons le fameux concours qu'on a lancé, le deuxième concours de start-up qui va se dérouler en octobre, du 11 au 14 octobre. Donc là, nous aurons l'occasion de se revoir, Inch'Allah, et au contraire, avec toute notre énergie pour que ces porteurs de projets voient la finalité du bout de tunnel, qu'ils puissent s'intégrer, que leur projet soit valorisé et aidé par tout le monde, par les institutionnels et par les différentes lois que le ministère de l'économie et de la connaissance est en train de
beaucoup, c'est Walid. Monsieur Ali Daoudi, notre, disons, pardon, principal. Oui, allez-y. Merci, c'est Amine. De toute façon, moi, je n'ai pas grand-chose à redire après tout ce qui a été dit. Je me rejoins donc aux autres. Tout a été pratiquement dit, depuis les idées super intéressantes qui ont été présentées par les porteurs de projets jusqu'au questionnement tout aussi pertinent, à la fois des entreprises, mais aussi des universitaires et des cadres supérieurs qui sont expérimentés, qui ont rappelé les lacunes du système et qui ont invité à regarder de près ces lacunes pour pouvoir recréer du lien ou renforcer le lien, continuer à créer les passerelles entre les différents opérateurs du système, parce que c'est un système et l'efficience ou l'efficacité, la réussite, elle est systémique ou elle ne l'est pas. On ne peut pas y avoir de réussite de quelques entreprises si l'ensemble du système est en panne. Et c'est ce qui me ramène au dernier peut-être mot, c'est que tout le monde l'a dit, les startups fonctionnent dans et autour des grandes entreprises, autour de la commande des entreprises et de l'État. Il faudrait donc ne pas oublier, peut-être ça ne s'adresse pas mon message aux porteurs de projets, mais c'est plutôt aux décideurs. Il y en a quelques-uns parmi les participants. C'est remettre la machine économique en marche. C'est toute la machine économique qui faut en marche. Les startups ne fonctionneront pas toutes seules. Il faut que la croissance reprenne. Il faut que nos entreprises, les vraies entreprises, les grosses entreprises qui existent, qui ont un potentiel de tirer la croissance, qui ont un potentiel de créer autour d'elles une dynamique inclusive, qui pourront faire fonctionner ces idées super intéressantes des porteurs de projets qui sont autour de cet incubateur et d'autres incubateurs qui sont en émergence. C'est ça la priorité. Il ne faut pas croire, c'est ma conviction en tout cas. Je ne crois pas que les startups pourront remplacer les grandes entreprises. Elles dépendent d'elles, elles les renforcent. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. On ne peut pas oublier les locomotives et juste se focaliser sur les éléments qui renforcent les locomotives. Donc, s'il y a un message à faire en dernier, c'est qu'insérer ce maillon dans la machine globale de l'économie, il y a des entreprises économiques qui sont aujourd'hui en souffrance, qui ont un grand potentiel, mais qui sont en difficulté. Il faut les aider à reprendre leur dynamique pour pouvoir tirer et drainer avec elles tous ces beaux projets que nous sommes en train de voir. Merci encore une fois, c'est Amine, pour cette opportunité. Je me félicite donc encore une fois pour toute cette dynamique que vous engagez. Et j'allais dire la bonne ambiance que vous créez autour de Fila Haïnov. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci, c'est Ali. On aura l'occasion de se revoir encore pour Certainement. Parce que vous savez que ça, c'est les premières rencontres Agritech, hein, donc les premières rencontres de l'incubateur. Donc, il y en aura d'autres rencontres. Alors, il y aura d'autres rencontres, bien sûr, virtuelles, mais aussi présentielles. Nous avons la plus grande rencontre qu'on est en train de préparer, c'est au mois d'octobre, où il y aura tout un pavillon pour les startups, avec la présentation en présentiel de leurs produits, etc., et le contact avec tous les entrepreneurs ou toutes les sociétés qui sont présentes au salon. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Je vais donner quand même la parole à notre fondateur de Fila Haïnov, Rachid Ben Issa, quand même, pour un petit dernier mot avant de clôturer. À vous la parole, Rachid. Moi, je réexprime encore une fois tout mon bonheur d'avoir assisté à ce webinaire et merci pour le ministre qui a permis cette rencontre et qui l'a honorée. Ce que je voulais ajouter une toute petite chose. D'abord, pour moi, et le ministre le sait très bien, puisque c'est de l'économie de la connaissance et du savoir. On est en train de construire. C'est l'économie de la connaissance. On est en train de construire doucement. Et on est en train de dire, c'est possible. C'est possible. Pardon? Vous m'entendez? Vous m'entendez, c'est bon. Donc, on est en train de dire c'est possible qu'à partir des idées, on peut créer de la richesse. Oui. Mais il ne faut pas l'enfermer. Il ne faut pas l'enfermer, oui. Attention. Parce que c'est vrai qu'il faut les grandes entreprises pour aider les startups.
Mais dans l'agriculture, le grand marché, c'est le petit. Et donc, laissez la machine se mettre en place. Peut-être l'une des priorités, c'est le décloisonnement. L'agriculture, sa nature, c'est des petits d'abord à 80%. Ce sont eux qui créent la richesse. Et souvent, on les oublie. Et on est omnibulé par ceux qui font les 80%. Parce qu'ils sont plus grands. Or, le gros est là-bas. Donc, il y a des petits ajustements à faire, Marc, par rapport au discours ambiant des autres startups. Il faut que ça soit adapté à la réalité de l'agriculture. Et vous serez surpris quand ça prend de la réaction très positive des agriculteurs et des éleveurs. Vous serez surpris de découvrir, je l'ai dit tout à l'heure, l'ouverture d'esprit qui existe et qu'on ne soupçonne pas. Parce qu'on part sur des préjugés. Moi, j'ai toujours dit, pour illustrer ce que je suis en train de dire, le premier téléphone satellitaire que j'ai vu en Algérie, il y a bien sûr 30 ans, je l'ai vu chez les Bédouins, au sud, et qui était fonctionnel. Parce qu'il y avait le besoin de la communication, ils ont besoin d'un, ils réagissaient, ils avaient trouvé l'astuce. Ça ne se vendait même pas à Alger. Donc, c'est un monde qu'on a souvent regardé comme subsidiaire alors qu'il est central. Central par tous les enjeux territoriaux, économiques, sociaux, tout ce que vous voulez. Mais ensuite, il peut participer à la dynamique que nous recherchons. C'est tout ce que j'avais à dire. Je suis heureux. Pour moi, c'est un processus qui a commencé. Donc, pour l'agriculture, parmi les grandes plateformes, je sais que Fazil, tout à l'heure, il a dit, bon, c'est bien, mais c'est... Il y a un système d'information qui avait été imaginé, qui reliait tous les acteurs. Et je pense que les ministères peuvent retrouver ce travail. Mis en place, tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, les startups pourraient se connecter et pourraient trouver des solutions ou informer, au moins informer, et se mettre en connexion. Tout ce qu'on est en train de dire, chacun des intervenants, tout à l'heure, il était tout heureux de découvrir que son collègue à côté avait la solution ou il était dans le même embarras que lui. Et donc, c'est peut-être une action urgente. Et ça ouvrira des perspectives très prometteuses, je pense, dans le domaine agricole et rural. Encore une fois, merci pour les ministres. C'est Abdelmajid, on se voit de temps en temps, donc on discute de toutes ces questions. Hein? Et merci pour le ministre, merci pour Benseman, et félicitations. Et je pense que c'est un début d'un grand processus qui est en train de s'affirmer petit à petit, de bas en haut, et c'est très bien, mais aussi de haut en bas. Merci. Je rappelle qu'il y a en préparation un document très important sur l'économie de la connaissance. Et le développement agricole et rural. Comment nous avions sorti le livre sur l'agriculture saharienne sans les Eurasiens, dernièrement, avec le mémorandum qu'on a fait sur l'agriculture saharienne. Il y a des éditions qui se présentent et qui restera bien sûr le grand thème qu'on veut débattre bientôt sur l'agriculture de montagne. Cette fois-ci, c'est encore beaucoup important. Alors donc, voilà, je vous remercie tous d'avoir participé. Je veux juste remercier d'abord nos institutionnels et les ministres qui étaient présents, c'est Walid Yassine, qui est ministre en titre et j'espère qu'il sera reconduit.
Nous avons M. Attar Abdelmajid, notre ami, et Rachid Ben Issa, ancien ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Je dois féliciter, bien sûr, le groupe de réflexion. Bon, M. Daoudi, c'est normal. M. Daoudi est présent avec nous et nous a animé une réunion dernièrement qui est d'ailleurs enregistrée sur YouTube et très intéressante. Vous pouvez la consulter. Donc, je remercie bien sûr le GRFI et je vais demander à Mme Benselman et Mihoub de venir derrière moi pour vous voir, parce que là, le travail colossal dans les coulisses, hein, c'est eux. Iman, s'il vous plaît, venez. Amina Benselman. Le travail du groupe, alors, comme ça, vous les verrez être en évidence. On ne vous voit pas, là. On ne vous voit pas. Vous ne voyez pas? Ah, ça y est, c'est bon. Voilà. Alors, Fazil, bien sûr, avec nous. Iman Mihoub, chef de projet, c'est elle qui a pratiquement mis en place ce premier webinaire d'État avec Mme Benselman, qui est directrice du salon CIPSA et qu'on est en train de préparer toute une partie concernant les startups et concernant l'événement du concours, plutôt le deuxième concours qu'on est en train de préparer. Nous avons ici parmi nous un des membres de la GRFI qui n'est pas très intéressé par la technologie, donc il vient toujours assister en présentiel parce qu'il n'arrive pas à se connecter. C'est un agriculteur. C'est Nourdin Dakalem. Nous, notre équipe est vraiment très... il y a M. Hadjandi qui est en ligne d'ailleurs, il y a Brahim qui est en ligne, Hakim Zoubiri aussi, M. Attar, tout ça c'est des membres de GRFI. Nous demandons aux autres, bien sûr, M. Ali Daoudi va, j'espère, être parmi nous dans le GRFI. On a décidé, après votre super intervention de la réunion qu'on a faite, d'être dans notre groupe de réflexion. Et bien sûr, tous les amis, tous les experts, tous les gens qui ont travaillé dans différentes thématiques. Je les remercie beaucoup. À notre prochain webinaire sur les rencontres AgriTech, on ne s'arrêtera pas là et on encourage ces startups et tous ces jeunes porteurs de projets de se rapprocher de notre incubateur en leur proposant un premier contrat de pré-incubation et le contrat d'incubation sera la finalisation de leur prise en charge de leur projet définitif. Je vous remercie tous. Je rajouterai juste une chose, la réussite d'un événement ne se fait pas sans les femmes qui travaillent dans l'ombre. Je ne veux pas dire. Merci à vous tous. À très bientôt. Et pour ceux qui sont habitués, les samedis, vous êtes les bienvenus au Fayette Club, samedi après-midi, réunion du GRFI, comme d'habitude. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Salam alaikum. Au revoir.